Au cœur de la liberté, vidéo numéro 23. Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une façon assez différente de penser l'économie. Une approche qui ne démarre pas avec des montagnes de chiffres, non, mais plutôt avec une vérité fondamentale concernant le comportement humain. Alors, voilà comment on va procéder. On va commencer par la base, les lois qui découlent de l'action humaine. Ensuite, on verra une logique toute simple, celle du toujours plus, qui nous amènera à l'idée de penser à la marge. Après ça, on opposera deux grandes visions de l'économie, on se penchera sur une critique assez forte des modèles mathématiques, et on terminera avec ce concept de lois économiques, inarrêtables. Alors, la source qu'on analyse aujourd'hui commence avec une idée assez radicale, l'idée que l'on pourrait déduire des lois économiques fondamentales simplement par la logique pure. Et tout ça en partant d'un seul point de départ, un axiome de base, celui de l'action humaine. Alors, une loi économique, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est exactement ? Il faut tout de suite oublier les tableurs et les graphiques. On parle ici d'une vérité qu'on atteint par une chaîne de raisonnement pure, par déduction logique. Et ce petit terme, a priori, il est absolument central ici. C'est un concept qui vient du philosophe Kant, et ça veut dire en gros que c'est une connaissance qu'on a par la raison seule. Pas besoin d'aller vérifier dans le monde réel, pas besoin d'expérience ou d'observation, c'est vrai en quelque sorte par définition. Et ce raisonnement s'appuie sur ce qui compose n'importe laquelle de nos actions au fond. Pensez-y, chaque fois qu'on agit, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des moyens pour atteindre un but. On le fait dans le temps, car rien n'est instantané. On vit dans un monde où les ressources sont limitées, c'est la fameuse pénurie, la base même de l'économie, et on agit toujours avec une part d'incertitude sur l'avenir. Le but final de tout ça, atteindre une situation qu'on juge plus satisfaisante. Bon, maintenant qu'on a la base, voyons la toute première déduction économique qui en découle. C'est quelque chose de très simple, on pourrait même dire que c'est une évidence. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la conclusion que la façon dont on y arrive. Et voilà cette première loi, déduite de l'action, on préfère toujours avoir plus d'un bien que moins. Logique, non ? Si un bien est utile pour atteindre un objectif, alors en avoir plus nous donne plus de chances, plus d'options pour atteindre cet objectif ou même d'autres objectifs. Et cette citation l'illustre parfaitement. Ça peut sembler trivial, bien sûr, mais le point crucial ici, et la source insiste beaucoup là-dessus, c'est que ce n'est pas juste une observation. Non, c'est présenté comme une certitude logique, une vérité qui découle inévitablement de la définition même de l'action humaine. Alors, partons de cette idée toute simple. Plus, c'est mieux. Et voyons comment elle nous mène à un des concepts les plus puissants de toute la science économique, le marginalisme. Et pour ça, on va utiliser un exemple que tout le monde peut comprendre. Alors, imaginons la situation. On est au supermarché, devant le rayon des bières. Le premier pack, on le prend sans hésiter. C'est pour la soirée entre amis de ce soir, le besoin le plus urgent, sa valeur est maximale. Le deuxième, allez, pourquoi pas, pour le dîner de demain, encore utile. Au troisième, on commence à réfléchir, c'est pour un besoin moins pressant. Au quatrième, l'hésitation est encore plus grande. Et le cinquième, là on se dit que c'est juste au cas où. Et on commence à penser à tout ce qu'on pourrait acheter d'autre avec cet argent. Et voilà, on vient de mettre le doigt sur la loi de l'utilité marginale décroissante. Le principe est simple. Chaque unité en plus d'un même bien va servir à satisfaire un besoin de moins en moins urgent. Donc, l'utilité, la satisfaction qu'on tire de cette unité supplémentaire, ce qu'on appelle l'utilité marginale, diminue à chaque fois. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'on a établi ça sans une seule équation, juste avec la logique de l'action. Cette manière de faire, cette approche purement logique, elle n'est pas anodine. En fait, elle crée une véritable fracture dans la façon de concevoir l'économie. On a donc deux grandes visions du monde qui s'affrontent, et c'est ce que la source nous invite à comparer. D'un côté, on a l'approche logico-déductive qu'on vient de voir. Elle part de l'action humaine, utilise la logique pure et aboutit à des lois certaines. De l'autre côté, on a l'approche majoritaire, l'économie conventionnelle. Là, le point de départ, ce sont les données. En collecter des chiffres, puis en construit des modèles mathématiques complexes pour créer des théories qu'il faudra ensuite tester. D'un côté un classement, de l'autre une mesure. Et évidemment, depuis le camp de la logique déductive, le regard porté sur tous ces modèles mathématiques est, disons-le, extrêmement critique. Ce n'est pas juste vu comme inutile, mais comme une démarche qui est, à la base, complètement erronée. La critique est même très virulente, comme le montre cette citation. L'idée, c'est que vouloir mettre l'action humaine avec ses choix, ses buts, son incertitude, dans des équations, c'est tout simplement passer à côté de ce qu'elle est vraiment. C'est la dénaturer. Alors, quels sont les reproches ? D'abord, ces modèles ignorent la subjectivité, en traitant des préférences uniques comme des données objectives. Ensuite, ils omettent le temps. Un modèle est une photo, il rate le film du processus de choix. Il y a aussi l'impossibilité d'expérimenter de façon contrôlée, avec des humains qui apprennent et s'adaptent. Et enfin, ils utilisent des maths du continu pour décrire des actions qui sont discrètes. On achète ou on n'achète pas. Donc, si on suit ce raisonnement, on a des lois logiques inévitables. Alors, une question se pose. Pourquoi est-ce que l'économie dominante est-elle remplie de modèles mathématiques qui semblent les ignorer ? La source avance une explication qui nous fait sortir du débat purement scientifique.
L'argument présenté est que ces modèles, avec leur apparence complexe, peuvent servir d'outils de persuasion. Ils donneraient un vernis de certitude scientifique à des décisions politiques pour les justifier auprès du public. En somme, un instrument pour légitimer certaines interventions. Et pour illustrer cette idée de loi inarrêtable, la source donne un exemple historique frappant. On est dans l'Allemagne nazie. Le régime interdit la vente de porc pour en contrôler le prix. Qu'ont fait les fermiers ? Ils ont commencé à vendre des chiens. Et avec chaque chien vendu, ils offraient gratuitement un cochon. C'est un exemple de la façon dont l'action humaine trouve toujours un chemin. Et tout cela nous amène à la question finale. Si les lois qui découlent de l'action humaine sont aussi fondamentales, aussi persistantes, alors que valent vraiment nos tentatives de planifier, de contrôler ou de prédire l'économie avec des modèles ? C'est sur cette interrogation que se termine notre exploration d'aujourd'hui.